Imaginons un gâteau au sucre avec 3 cerises sur le gâteau. Alice, Bob, Charlie et Eve veulent chacun une part. Mais Alice, Bob et Charlie sont au régime strict et ils ne veulent donc pas toucher à un gâteau si sucré. Eve, elle, est juste morte de faim et les cerises représentent une quantité de nourriture négligeable selon elle. Qu'est-ce que serait un partage juste du gâteau et des cerises entre Alice, Bob, Charlie et Eve? Alors, je parie que vous hésitez entre 3 possibilités. Réponse A, couper le gâteau en 4 parts égales et donner à chacun 3 quarts de cerise. Réponse B, donner le gâteau à Eve et une cerise à chacun des autres. Et réponse D, la réponse D. Bon, ok, on va oublier la réponse D. Très clairement, la réponse A est juste, elle est équitable. C'est la solution égalitaire. Tout le monde a le même sort. Mais quand même, on sent que c'est pas optimal. Alice, Bob et Charlie risquent de jeter leur part de gâteau à la poubelle, et Eve sera toute triste de voir que 3 quarts du gâteau auront été gâchés. Il reste alors la réponse B. Qu'en pensez-vous? Serait-il juste de donner tout le gâteau à Eve et une cerise à chacun des autres? Je vous invite à écrire B-oui ou B-non dans les commentaires et mettez bien un tiret entre le B et la réponse pour que je puisse ensuite faire CTRL F pour compter vos réponses. Oui, parce que la dernière fois que je vous ai demandé de mettre des trucs dans les commentaires, j'ai ensuite bien galéré pour compter vos réponses. Allez, je vous laisse encore 3 secondes. 2, 1. Alors, à l'école, on vous a peut-être appris que faire des maths, c'est faire des calculs. Ça, c'est complètement faux. C'est complètement faux. On a déjà des calculatrices pour faire les calculs. Alors, si vous êtes allé assez loin dans les maths, on vous a sans doute appris que les maths, c'est plutôt en fait prouver des théorèmes. Bon, ça, c'est pas faux. Mais pour moi, le plus intéressant en maths, c'est surtout identifier les concepts intéressants. C'est trouver les bonnes définitions, celles qui permettront de voir les choses sous un nouvel angle. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une quête d'une définition pertinente de ce que pourrait être la justesse, plutôt disons l'équité, d'un partage d'un gâteau sucré avec 3 cerises. Alors, la première définition de l'équité, on l'a déjà vu, c'est l'égalitarisme, aussi appelé partage exact. Un partage est égalitaire si tout bêtement toutes les parts sont égales. C'est un peu la définition la plus stricte de l'équité. Et comme on l'a vu, elle paraît un peu restrictive et risque de conduire à du gâchis. Donc essayons d'être plus malins. Une autre remarque que l'on peut faire, c'est que Eve a eu 100% de ce qu'elle aurait pu espérer. A contrario, Alice, Bob et Charlie n'ont eu qu'une cerise sur 3 possibles, et du coup ils ont eu chacun 33% de ce qu'ils auraient pu espérer. Et oui, comme le gâteau n'a aucune valeur pour eux, tout était comme s'il n'y avait que 3 cerises à se partager. Et une cerise sur 3, ça fait 33%. Mais du coup, on est tenté de dire que le partage n'est pas équitable, puisque Eve a eu 100% de ce qu'elle aurait pu avoir, alors que les autres n'ont eu que 33%. Ça vous convainc? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche avec cette conclusion? N'hésitez pas à mettre pause pour y réfléchir 30 secondes. Ok, le truc étrange, c'est qu'avec cette équité par pourcentage des possibles, on peut rendre le partage équitable avec un raisonnement bizarroïde. En effet, imaginons qu'au lieu d'un gâteau au sucre, il y ait maintenant 3 gâteaux au sucre et qu'on décide de jeter 2 des gâteaux au sucre à la poubelle. On se retrouve avec un gâteau et 3 cerises que l'on peut réaffecter exactement comme précédemment. Sauf que cette fois, comme les autres, Eve n'aura eu que 33% de l'ensemble des possibles. On conclut donc que ce partage est équitable par pourcentage des possibles, alors que c'est exactement le même partage que précédemment. Vous voyez le problème ? Les pourcentages qu'on a calculés dépendent fortement de l'ensemble des possibles, et en particulier des cas extrêmes qui correspondent à tout avoir ou à ne rien avoir. Et ça, c'est pas génial parce que du coup, les cas extrêmes vont grandement affecter la manière dont on pense le problème. Et oui, au lieu de considérer que le meilleur truc qui puisse arriver, c'est avoir tout le gâteau et 3 cerises, on pourrait en fait se dire que le meilleur truc qui puisse arriver, c'est vraiment trouver 1000 € sur la rue, ou encore, je sais pas, gagner au loto. Changer ce que l'on considère être le meilleur des possibles ou le pire des possibles va complètement changer votre jugement de ce qui est le pourcentage des possibles. En fait, en pratique, les pires cas et les meilleurs cas sont en fait des cas si improbables que l'on peut douter de leur pertinence pour juger du taux de satisfaction des uns et des autres et donc pour juger de la justesse d'un partage. Bref, comparer les pourcentages de satisfaction des différentes parties prenantes ne semble pas franchement pertinent à l'équité du partage. Mais en revanche, ce que l'on peut faire, c'est comparer les satisfactions des parties prenantes par opposition au cas du partage égalitaire. Eh bien, justement, on dit que le partage est proportionnellement juste si chacun finit avec une part qu'il considère meilleure que celle qu'il aurait eue dans un partage égalitaire. Et dans notre cas, on a un partage proportionnellement juste. En effet, sachant que le gâteau n'a aucune valeur pour Alice, Bob et Charlie, en passant du partage égalitaire au partage de la réponse B, pour Alice, Bob et Charlie, c'est surtout passé de 3 quarts de cerise à une cerise complète. Ils y ont donc tous 3 gagné au change. De même, Eve est passée d'un quart de gâteau à tout un gâteau entier, c'est tout bénef.
Tout le monde préfère donc ce partage au partage égalitaire. Le partage est donc proportionnellement juste. Ah, j'aime bien cette définition. Parce que c'est sans doute un peu comme ça que l'on réfléchit en pratique. Comme l'explique très bien David dans sa série Crétin de cerveau, on se compare souvent à nos références et on se demande si on s'en sort mieux que selon cette référence. Alors petite note historico-sémantique, on parle de partage proportionnellement juste parce que dans un certain cadre mathématique plus restreint, cette définition du partage proportionnellement juste est équivalente à dire que chacun des n invités a au moins 1 sur n du gâteau pour lui et selon lui. Cependant, à mon sens, il s'agit là d'un cadre assez difficile à justifier, notamment parce que les hypothèses sont assez fausses en pratique, mais aussi parce que tout ça est intimement lié à la normalisation par valeur extrême, dont j'ai déjà dit qu'elle a été assez critiquable. Mais bon, pour bien comprendre tout ça, il faudrait que je vous parle à nouveau des axiomes de von Neumann et Morgenstern, et je préfère vous renvoyer vers un article que j'ai publié pour en savoir plus. Toujours est-il qu'une propriété remarquable du partage proportionnellement juste, c'est sa stabilité par libéralisation du marché. Supposons que l'on impose initialement un partage égalitaire et que l'on autorise ensuite le libre-échange. Alors on s'attend à ce que Ève partage judicieusement ses miettes de cerises avec les parts de gâteau des autres. En particulier, on s'attend à ce que dans ce cadre libéraliste, si on suppose que personne ne peut forcer un autre à lui donner une part, autrement dit si on suppose que tout échange de biens requiert un consentement mutuel, alors tout échange qui aura lieu sera forcément gagnant-gagnant par rapport au statu quo. Ainsi, si on impose un partage égalitaire, qui soit dit en passant est forcément proportionnellement juste, et si on autorise ensuite le libre-échange, en surveillant l'absence de racket ou de vol par chantage ou autre, alors on aboutira nécessairement à un partage proportionnellement juste. Alors, le partage proportionnellement juste, c'est cool, mais ça correspond pas encore tout à fait à l'intuition. En tout cas pas à mon intuition de ce qu'est un partage juste. En effet, considérons le cas où Ève a tout le gâteau, Alice a 3/4 de cerise, Bob a 3/4 de cerise et Charlie a 1 cerise et demie. Est-ce que ce partage est équitable? Eh bien, je vous laisse vérifier qu'il s'agit d'un partage proportionnellement juste. Sauf qu'on a envie de dire qu'il n'est pas vraiment juste, notamment parce qu'Alice et Bob risquent de se sentir lésés, notamment par rapport à la part qu'a reçue Charlie. Alice et Bob risquent d'être jaloux de Charlie. Vous voyez où est-ce que j'ai envie d'en venir? On dit tout simplement que le partage que je viens de décrire est avec jalousie. Et ça, c'est bien sûr par opposition à des partages plus justes qui seraient sans jalousie. Et ça, formellement, ça donne quoi? Allez, c'est pas une question rhétorique. Je vous invite vraiment à y réfléchir et à déterminer par vous-même une définition mathématique de ce qu'est un partage sans jalousie. N'hésitez pas à mettre pause. Eh bien, un partage sans jalousie, c'est tout simplement un partage dans lequel chacun préfère sa part à n'importe quelle autre part. Si vous l'aviez trouvé, félicitations. Vous venez de faire l'un des trucs les plus cool en mathématiques. Vous venez de trouver une définition rigoureuse et pertinente à un concept fondamental. Je suis sérieux. Le concept de partage sans jalousie est l'une des meilleures formalisations mathématiques de ce que pourrait être un partage juste. Je pense. Enfin, il n'y a pas que moi, la communauté mathématique qui travaille sur cette question aussi. Appliquons tout ça au partage de la réponse B. Dans ce cas, Alice a aussi bien que Bob et que Charlie, puisque chacun a 1 cerise, et elle préfère sa part à la part d'Ève, puisqu'Ève n'a même pas de cerise. Alice ne peut donc être jalouse de personne, elle préfère sa part à n'importe quelle autre part. De même, Bob et Charlie ne sont jaloux de personne. Quant à Ève, elle en est quasiment à plaindre les autres qui n'ont même pas pu goûter le gâteau au sucre. Elle n'est clairement pas jalouse elle non plus. La réponse B était bien un partage sans jalousie. Alors, il y a quand même au moins 3 limites au concept de partage sans jalousie. Le premier, c'est que c'est un concept assez binaire, juste ou pas juste. Et ça, on n'aime pas trop parce que c'est pas très bon pour faire de l'optimisation ensuite. En particulier, qu'est-ce qu'on fait s'il n'existe aucun partage sans jalousie? Par exemple, s'il y avait 2 cerises et qu'il était interdit de couper les cerises. D'ailleurs, pour résoudre un peu ce problème, une partie de ma thèse a justement consisté à proposer une définition d'une mesure de la quantité de jalousie. Le second problème, c'est que bien souvent, quand on doit se partager un gâteau, le gâteau n'est pas tombé du ciel. En général, il a fallu bosser pour avoir le gâteau, et tout le monde n'a pas forcément autant bossé. Autrement dit, en pratique, on a envie de rajouter une dimension méritocratique. Mais comment faire? Bien, on y reviendra dans une future vidéo. Enfin, une troisième et dernière limite, c'est que il peut y avoir pas mal de cas où les parts ne sont pas interchangeables. C'est le cas par exemple si au lieu de parts de gâteau, on avait en fait une affectation de poste dans l'armée par exemple et qu'il fallait certaines aptitudes physiques pour pouvoir avoir certaines affectations. À ce moment-là, il peut être impossible d'échanger les postes de 2 personnes parce qu'un des postes requiert une aptitude que l'autre individu n'a pas forcément. Est-ce que ça a encore un sens de parler de partage sans jalousie dans ce cas? A priori non, en tout cas le concept semble pas tout à fait bien adapté. Mais du coup, comment décrire mathématiquement une version satisfaisante de l'équité dans ce cas?
Là par contre, j'ai pas trop de réponses intelligentes à vous donner. Je pense qu'on peut considérer que c'est encore une question ouverte à l'interface entre les mathématiques et la philosophie, l'éthique, tout ce que vous voulez. Alors, toutes ces questions peuvent vous sembler être un pur effort intellectuel. Mais à l'heure où de plus en plus de décisions sont prises par des algorithmes, il me semble qu'il est plus important que jamais que de forcer ces algorithmes à faire preuve d'équité, et ceci ne pourra pas se faire tant que l'on n'aura pas compris nous-mêmes ce qu'est l'équité, et tant que l'on n'aura pas su mathématiser de manière suffisamment satisfaisante ce concept finalement si ambigu. La dernière fois, on a parlé du mécanisme VCG et j'ai dit qu'il était socialement optimal. Et Heldskriegt demande en quoi le mécanisme VCG est socialement optimal. Qu'est-ce que l'on entend vraiment par socialement optimal? Eh bien, en tout cas, dans le cadre de cette modélisation-là, ce qu'on entend par socialement optimal, c'est prendre une décision pour tout le monde, une décision collective qui a la plus grande valeur quand on somme les valeurs que les différentes parties prenantes attribuent à la décision finale. Alors, c'est bien joli ce que je viens de dire là, mais en fait, ça pose tout plein de problèmes et vous avez été très bon pour détecter beaucoup de problèmes qu'il y a avec le mécanisme VCG. Le mécanisme VCG, ce n'est absolument pas une réponse à tous les problèmes. Ça a beaucoup de défauts et vous les avez très bien signalés. Et on reviendra plus longuement sur cette notion de socialement optimal qui est une définition en fait très compliquée, notamment avec une collaboration à venir avec un super philosophe. Et pour répondre à El Patito Féo, quelles sont les hypothèses du cadre dans lequel on définit VCG? Eh bien, l'hypothèse de base, c'est que l'utilité de chacun est une fonction qui s'écrit comme l'utilité de la décision finale moins les paiements qui seront imposés par le mécanisme VCG. En particulier, ça impose une neutralité au risque, qui est une hypothèse qui est fausse, comme on a déjà parlé dans l'épisode 12. Et comme le fait très bien remarquer Cormag, en particulier, ça pose beaucoup de problèmes quand on a des différences de richesse entre différents individus, en quel cas leurs utilités pour l'argent ne sont souvent pas de la même forme. 1 euro pour un individu a beaucoup plus d'utilité qu'1 euro pour quelqu'un qui est riche. Et tout ça, ça a à voir bien sûr avec l'utilité marginale décroissante de l'argent, mais on en a déjà parlé dans l'épisode 12, si vous avez bien suivi. Monsieur Phi nous demande comment doit être réparti l'argent qui a été collecté par le mécanisme VCG à travers les paiements des personnes qui ont influé sur le résultat final. Eh bien, ce qui est assez bizarre, c'est qu'en fait, ces paiements, il faut absolument les brûler. C'est assez bizarre, mais il faut en fait absolument pas les répartir aux parties prenantes de la prise de décision, parce que sinon, comme le fait très bien remarquer Serwin, ça peut donner des incentives aux autres villes d'annoncer des prix qui sont plus grands que ceux qui sont vraiment prêts à payer, pour donner l'impression qu'ils sont beaucoup plus déçus par la présence d'individus, donner l'impression que l'individu impute un coût social plus élevé aux autres villes, et à ce moment-là, du coup, elle paiera plus d'argent, et plus d'argent pourra être redistribué à tout le monde. Et donc la clé très importante pour éviter ce genre d'incentives, c'est de ne pas redistribuer l'argent qui est collecté. Donc c'est super contre-intuitif, c'est super bizarre. Alors ce qui peut être fait pour avoir des budgets à peu près neutres et que l'argent ne soit pas vraiment brûlé, c'est d'anticiper la somme qui sera collectée au préalable et de la prélever donc avant de lancer le mécanisme VCG comme étant une taxe, mais il faut absolument que cette taxe ne soit pas une réaction à ce qui a été révélé ensuite. Donc c'est le mécanisme de Groves dont j'avais parlé, mais le problème des mécanismes de Groves en général, c'est qu'ils ne satisfont pas la rationalité individuelle, et en particulier ça peut amener à des mouvements indépendantistes. Ça fait aussi écho à la question de Rick et Fac, par exemple dans l'exemple que j'ai donné, le petit village a donné une grande valuation au réseau routier 1, et du coup c'est vraiment à cause de ce petit village que la grande ville doit payer beaucoup d'argent. Et du coup, il y a quelque chose d'assez bizarre dans tout ça. En fait, la présence du petit village impute un grand paiement à la grande ville. Ça, c'est pas du tout pris en compte dans VCG. En fait, VCG oublie un peu tout ce qui est paiement. Tout ce qui est paiement, c'est réglé après. Et en particulier, on considère que les paiements n'ont pas un coût sur l'optimalité sociale. C'est encore une fois une hypothèse qui est très discutable et qui est en fait fausse en pratique. Encore une fois, le mécanisme VCG est loin d'être la réponse à tous les problèmes. Mais voilà, des années de recherche montrent que c'est pas facile en tout cas de faire mieux que le mécanisme VCG. W14S36F nous demande aussi s'il n'y a pas des risques de corruption. En fait, oui, parce que lorsqu'on applique le mécanisme VCG, il est individuellement incentive compatible, c'est-à-dire que sachant ce que les autres font, chacun a tout intérêt à révéler ses vraies valuations des différentes alternatives, mais en général, deux villes ont tout intérêt à collaborer pour que, ensemble, elles deviennent chacune le moins influent possible sur la décision finale,
tout en étant influents dans le sens où ils arrivent quand même à faire basculer la balance vers la décision qu'elles veulent. On dit que le mécanisme VCG est individuellement incentive compatible, mais il n'est pas group incentive compatible. Et ça fait aussi écho aux questions de Colin, Roland Gobert et Vince Gumat à Calista, surtout le second qui fait la remarque que si on faisait ça pour toute la démocratie, pour chacun des individus de la démocratie, eh bien personne n'aurait à payer quoi que ce soit puisque individuellement, personne n'a d'influence sur la décision finale. Et ça fait de la prise de décision à très grand nombre un problème beaucoup plus difficile, en tout cas avec des propriétés assez différentes des problèmes de prise de décision avec un groupe assez restreint. Et on en avait parlé notamment dans l'épisode 11 où on avait parlé de la thèse de Brian Kaplan qui sous-tend que ça a conduit beaucoup de gens à voter de façon rationnellement irrationnelle. Bref, comme vous le voyez, prendre des décisions collectives, globalement, c'est super galère. Hey, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. La prochaine fois, on va parler encore un peu plus du partage de gâteaux. On va voir notamment des solutions procédurales pour découper un gâteau en pratique ou à peu près en pratique. Bon, pas forcément en pratique, hein, je suis pas très à l'aise avec un couteau, mais de façon peut-être un peu plus pratique que ce dont on vient de parler dans cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à la commenter, à la partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci aux tipeurs pour leurs dons et j'espère que vous serez là la prochaine fois. Oui, donc il y a quelques règles qui sont vraiment exactement les mêmes pour tous, mais en France en tout cas, on a le droit d'exercer des métiers différents de celui de son voisin en fait. C'est pas forcément le cas. Ah bon? donc dans un partage égalitariste, tout le monde est vraiment à égalité. Et ça peut paraître un petit peu trop restrictif dans certains cas. Now, in fact, as you perhaps noticed, no envy implies equal treatment in a utility sense, right? If I have no envy and you and I have the same preferences, it must be that your share is not as good as, is not better than my share from my point of view, but from your point of view, my share is not better than your share. So therefore, we are actually indifferent, both of us, between those two shares.